Et je vais maintenant passer la parole à Jean-Michel Bélorget, qui a été député socialiste de l'Allier de 1980 à 1993 et qui a présidé pendant 5 ans la commission des affaires sociales. Il a été aussi, et ce n'est pas la moindre des tâches qu'il a connues, était ancien président de l'intergroupe parlementaire de la Ligue des droits de l'homme, et rien que pour cela nous le remercions. Il a été membre du Conseil d'État, où vous avez présidé la section du rapport et des études jusqu'en 2009. Vous êtes aussi président de section à la Cour nationale du droit d'asile. C'est fini, je m'en doutais, mais je n'avais pas la confirmation. Institution sur laquelle vous avez exprimé un regard critique que la Ligue des droits de l'homme partage incontestablement. On peut dire que vous avez été au cœur des institutions et que, à ce titre, vous allez pouvoir nous faire réfléchir sur la parole de l'État, celle qu'elle a, celle qu'elle pourrait avoir sur les questions du racisme. Merci encore de votre présence. Bon, merci beaucoup. Comme l'heure s'avance, je vais prendre exemple sur la modestie du professeur Decaux et essayer de me tenir dans un quart d'heure pour que Guillaume ait à peu près son quart d'heure, lui, avant la fermeture. Je crois que je suis beaucoup aidé à ça par tout ce qui s'est dit ce matin et ce début d'après-midi. Ce matin, je n'ai pas été là toute la matinée, mais pendant la première tranche. Et je dois dire que le discours d'ouverture du président d'honneur m'a ravi, car pour le cas où j'aurais craint d'être excessif sur certaines paroles de l'État, ou certaines paroles de certains visages de l'État, comme il m'a devancé, je pourrais en rajouter une cuillère. Daniel Ochac, mais elle fait toujours ça, en plus elle a un sens pédagogique que je lui envie. Elle essaie de me corriger de temps en temps, elle n'y parvient pas toujours. Daniel Ochac vous a dit tout ce que pouvait faire ce visage de l'État qu'est le législateur que j'ai été. Vous savez que le législateur est un être complexe, que les administrations qui préparent la loi, que c'est le gouvernement qui l'a fait voter, que les parlementaires l'amendent, que le Conseil d'État l'a vu, que le Conseil... Un peu ce que j'ai dit, mais si je l'avais écrit après avoir entendu la journée d'aujourd'hui, je l'aurais écrit de façon plus subtile, plus riche. Je reprends un peu le propos que vous allez trouver dans Hommes et Libertés, mais il fallait que je livre ma copie avant la journée d'aujourd'hui. C'est que l'État, comme nul d'entre vous ne l'ignore, même s'il n'est pas bureaucrate, s'il n'est pas juriste, c'est que l'État est multiple. Bon, il y a le législateur, celui dont a parlé Daniel Ochac, et au métier duquel j'ai dit avoir participé sous plusieurs formes. Mais c'est pas parce que la loi a été votée que ceux qui vont faire appliquer cette loi, y compris ceux qui l'ont fait voter, les élus, ou les administrations, ou les juges, le juge dans sa double dimension juridictionnelle et consultative pour ce qui est du Conseil d'État. C'est pas pour ça qu'ils sont toujours complètement d'accord. Et c'est pas pour ça qu'ils vont l'appliquer conformément à ce que, on pourrait dire, paraît être l'état du droit. À partir du moment où une loi est votée, il faut ensuite qu'elle vive sa vie, que les guichets l'appliquent, que les juges tranchent d'éventuels litiges, et on découvre à ce moment-là que l'État, comme disaient les Indiens du visage pâle, que l'État a plusieurs langues. Alors, j'ai vécu cette situation dans des conditions parfois tragiques, et pas seulement sur le terrain de la lutte contre le racisme et les discriminations raciales, mais sur le terrain de la lutte contre toutes les sortes de discriminations. Il se trouve que prochainement à Nanterre, avec, comme toujours, Daniel qui préside une table ronde et moi une autre, un certain nombre d'universitaires sont intéressés de savoir pourquoi les textes sur la lutte contre les discriminations, dans tous les registres, y compris au travail, y compris à raison du handicap, sont si mal appliqués. Y aurait-il une frilosité du juge? Oui, il y a une frilosité du juge, même quand elle n'est pas toujours spectaculaire. C'est vrai que je ne me suis pas rendu populaire auprès d'un certain nombre de mes collègues de la CNDA, mais il faut ce qu'il faut. Quand j'ai dit qu'un certain nombre d'entre eux n'étaient pas là pour trancher des litiges, mais pour lutter contre l'invasion, mais c'est Jean-Pierre
Dubois qui ce matin a cité une parole plus haute à propos de la lutte contre et c'est vrai que quand j'avais un assesseur qui rentrait dans la séance, jeune préfet, je me demande comment il fonctionnait quand il était préfet, me disant, Monsieur le Président, tous ces gens lamentent, n'est-ce pas? Je disais, Monsieur le Préfet, c'est de la chance que j'ai dans le corps préfectoral un certain nombre de personnes pour qui j'ai de l'estime, mais sinon je devrais vous récuser. Mais, et j'aimerais tout à l'heure, sur le plan international, Emmanuel Decaux doit avoir quelques idées de ce à quoi j'ai fait allusion. J'ai présidé aussi pendant 6 ans, 4 ans, non, 4 ans. 6 ans, ça aurait été trop. J'avais droit à 2 ans, j'en ai fait 4, et 6, ça aurait été une sous-juridiction du Conseil de l'Europe qui s'appelle le Comité européen des droits sociaux, qui a fait un travail assez extraordinaire en matière de lutte contre les discriminations, y compris raciales, qui a condamné la Grèce, qui a condamné l'Italie, qui a condamné plusieurs fois la France, à cause des politiques de discrimination à l'encontre des Roms. C'est-à-dire que les Italiens, ils avaient été un peu forts, ils avaient fait la lutte contre les problèmes soulevés par les Roms sur le fondement de la législation relative aux catastrophes naturelles. Mais la France, nous l'avons condamné 2 fois, parce que la première fois, dans une circulaire, il a été dit qu'on allait beaucoup faire mieux. Mais en réalité, si on savait lire la circulaire, elle était écrite beaucoup plus poliment, écrite beaucoup plus poliment. Mais si on regardait de près, sur le fond, ça donnait exactement les mêmes résultats. Les circulaires sont aussi un moyen de faire que la loi, telle qu'elle a été écrite ou décrite, ne soit pas appliquée comme ceux qui l'ont commenté sur un mode académique entendaient ou donnaient à entendre qu'elle devait être appliquée. Alors, la frilosité du juge peut se décliner sur de multiples registres. Il m'est arrivé, je dois dire que ça m'a beaucoup attristé, pas seulement à la Cour du droit d'asile, mais ailleurs, et même dans des délibérés au Palais Royal, de savoir où on allait déboucher, notamment sur les affaires de voile ou sur d'autres affaires, et d'entendre des propos qui retraçaient, mais les juges sont des êtres comme les autres, non? Ce qu'on pourrait appeler le racisme ordinaire. Bon, c'est pas très gai, mais c'est comme ça. Alors, mon deuxième idée, mais là, mais il en est coutumier, bien qu'il y ait longtemps qu'on ne se soit pas vu, chaque fois qu'il parle avant moi, je me sens dispensé d'en faire trop, parce qu'il l'a fait avant, et très bien. Joël Roman a dit combien on assistait à des dérives en matière de laïcité. Dérives en matière de laïcité qui ont pris des formes quand même assez préoccupante. Le Conseil d'État, qui n'est pas exemplaire, même s'il a été pendant 49 ans ou presque, est une institution à l'égard de laquelle il m'arrive, je le montrerai tout à l'heure, d'être critique. Le Conseil d'État a fait un excellent rapport, qui n'était pas de ma plume, donc je suis libre pour le dire, sur la laïcité. Il n'y a pas eu un crédit considérable, parce que 2 autres rapports ont été provoqués en milieu parlementaire, ou à proximité, qui ont dit à peu de choses près le contraire de ce que disait le rapport du Conseil d'État, et qui correspondait, solennité en plus, ferveur un peu en moins, à ce que vous a dit Joël Roman, dans le système de Jaurès. J'ai eu avec Madeleine Réberiou autrefois des conversations fascinantes à ce sujet. Dans le système de Jaurès, la laïcité, c'est la fin de l'infaillibilité d'Église ou d'État. La fin des réprouvés, le système qui permettra à des gens qui ne tomberont jamais d'accord de tout de même vivre ensemble. Et la laïcité, c'est aussi le droit d'avoir les convictions qu'on veut, mais c'est la liberté du culte public. C'est la liberté du culte public, et non pas de vivre clandestinement, comme à l'époque de Louis XIV, quand on était juif ou protestant. Et le malheur, c'est que le discours ambiant va de plus en plus à l'encontre de cette compréhension d'une valeur républicaine
fondamentale, et qu'on a tendance à dériver, mais là aussi Joël Roman m'a retiré le pain de la bouche, mais c'est très bien, qu'on va à l'encontre de la bonne compréhension de l'universalisme. Je crois, moi aussi, aux vertus de l'universalisme, mais pas de l'universalisme que Théodore Adorno, dans plusieurs ouvrages, décrivait comme l'universel mensonger, l'universel dominant et oppressif. On ne peut pas exiger d'un enfant, quelle que soit sa couleur ou son origine sociale d'ailleurs, pas plus que lui faire remplir une fiche qui décline tout ça, qu'il abandonne et qu'il ne dise pas dans quel univers il a vécu, coloré ou pas coloré, de considération d'origine ethnique, de considération sociale ou de considération religieuse. Bon. Donc la dérive autour de la laïcité est un phénomène que je crois extrêmement grave. Et bien sûr l'islam, mais là aussi Joël Roman, c'est son rôle à la tête de la commission qu'il préside. L'islam en prend plus qu'à son tour. Comme disait Abdelmalek Sayad, même si on élargit le concept de racisme à l'origine ethnique, à la religion et bien d'autres choses encore, à une époque où ce n'était pas encore évident, Abdelmalek Sayad, qui vous savez a écrit beaucoup de livres avec Bourdieu, qui est mort malheureusement maintenant, qui est un remarquable sociologue, qui a beaucoup inspiré aussi des livres de Bourdieu, disait « l'islam est une peau ». Pourtant, il était assez lui-même désislamisé. Mais il était très, très attentif aux formes d'humiliation à caractère raciste dont étaient victimes les musulmans. Ça s'est depuis aggravé. Je ne dis pas que les folies qui se sont emparées d'un certain nombre de marges ou de segments de l'islam sont uniquement liées à ça. Il y a toujours des égorgeurs pour être au service de qui proposent d'égorger, même quand on n'est pas musulman de naissance. Il y a des intégristes qui sont pénibles. Mais il y a des formes d'islam qui sont plus que respectables, et quand bien même ce n'est pas notre tasse de thé, la laïcité, c'est aussi trouver une place, et il est vraisemblable que nous n'avons pas toujours laissé à l'islam des possibilités de trouver sa place, autant que nous l'avons laissé par exemple au bouddhisme. C'est très bien arrangé pour le bouddhisme. Alors, troisième thème, c'est la parole gouvernementale au sommet de l'État. Le professeur Decaux se souviendra peut-être, car je crois qu'il avait quelques affinités avec, des travaux qui ont été conduits en 2004 à l'écrit du Conseil de l'Europe par un chercheur, Jean-Yves Camus, qui avait observé attentivement les campagnes électorales de 2003 et 2004 pour les élections nationales et les élections au Parlement européen, et qui avait relevé l'extravagance des déclarations faites en Italie, en Hongrie, dans les pays baltes, en Irlande, en Belgique et en France, au plus haut niveau de l'État, sous forme d'appel à la haine raciale. Mais il faut dire que lorsque on m'a demandé en 2010 de reprendre un peu ces travaux, toujours pour l'écrit, il y avait de nouveau une épidémie, cette fois-ci en France, au Sénat. Le Conseil d'État avait eu du mal à dominer quand il a examiné la transcription des directives européennes sur la discrimination. Son allergie à l'idée de discrimination indirecte, comme n'étant pas tout à fait conforme ou pas du tout au principe du droit français. Mais le Sénat, en 2010, au moment où je m'occupais de faire un nouveau rapport pour l'écrit, venait de voter une résolution disant que la notion de discrimination indirecte et les méthodes de preuve inscrites dans cette directive étaient incompatibles avec le droit français, et qu'à désigner les différences, on poussait à l'escalade des identités particulières. Ce qui est quand même très étrange, et ça me fait rejoindre un des sujets, mais je surveille mon temps que j'avais dit que j'aborderai très vite, c'est comment fonctionnent les instances internationales. Et les instances internationales où les gens qui siègent sont dans un état d'indépendance que je qualifierais de pur sucre, insoupçonnable. Il y a des endroits où c'est moins évident. Et quelquefois, les secrétariats des institutions ne sont pas toujours très indépendants. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir été chaleureusement félicité, ovationné pour ce rapport, on ne l'a pas publié. Sauf sur Internet. Sauf sur Internet. Mais c'est vrai que le CEDS, que j'ai aimé présider, car rendu une décision tout à fait décisive, est lui-même, en ce moment, un tout petit peu
un tout petit peu sur le reculoir, car beaucoup de gens qui y siègent se trompent sur la qualité dans laquelle ils y siègent, qui n'est pas de représentants des gouvernements. Bon. Ce qui affleure dans les journaux tous les jours, M. Cameron, l'Europe terre de lait et de miel, Mme Pécresse avec ses tracts sur les marchés disant qu'il fallait faire très peur aux immigrants illégaux, et quelques déclarations, sinon tout à fait au sommet, au niveau immédiatement inférieur de l'État, mais elles ont déjà été citées, sont préoccupantes. Et j'en viens au dernier aspect, avant de faire deux remarques terminales. Le dernier aspect et deux remarques. La vérité, c'est que il y a eu un racisme anti-italien, un racisme anti-polonais, un racisme anti-Portos, un racisme à l'égard des Juifs d'Europe centrale, que la communauté juive elle-même a souvent combattu, parfois eu du mal à combattre. Et aujourd'hui, les déclarations tendant à dire qu'il faut moins de migration parce qu'il y a des terroristes, ce qui n'est pas le même sujet, et peut-être moins d'asile, c'est encore moins le même sujet, sont extrêmement préoccupantes. Il y a toujours eu un lien entre racisme et mouvement migratoire, mais il ne faut pas qu'au bénéfice des événements, et là il a suffisamment été dit aujourd'hui pour que je ne m'y attarde pas, il ne faut pas qu'au bénéfice des événements, ce phénomène rebondisse. Alors les deux remarques finales, c'est les suivantes. Ce qui est très compliqué, c'est pas seulement que l'État ait parcouru, comme on dit plusieurs sociologues marxistes ou non, de conflits, que même la loi votée, il s'y joue toutes sortes de négociations plus ou moins estimables, ou qu'on assiste à des reprises de liberté de tel ou tel opérateur, les gens se prononçant davantage en fonction de leurs allergies ou de leur haine qu'en fonction du droit applicable. C'est qu'il y a, tout le monde l'a toujours dit, nous en avons entendu parler dans d'autres murs ici, que celui-ci à la Ligue, il y a une concurrence des victimes. Et la concurrence des victimes se double de formes de collusion entre certaines victimes et certaines franges, certains segments de l'appareil d'État. De l'appareil d'État. Et ceci rend les choses compliquées. Quand la concurrence des victimes s'assortit de collusion entre certaines victimes, certains groupes de victimes et certaines franges de l'appareil d'État, tout ça est très difficile. Tout ça est très difficile car les plus sereins des opérateurs sont pris entre deux feux, comme, et je terminerai par là, on est toujours pris entre deux feux, il y a bien d'autres thèmes, mais le temps passe. On est toujours pris entre deux feux quand il s'agit de préserver la liberté d'expression, la liberté de création, la liberté de dire son exaspération face à tel ou tel phénomène, y compris religieux, et le respect dû à ce qui constitue le cœur de la vie de certains groupes humains à l'intérieur de notre territoire. Je ne suis pas sûr, le professeur de Gaulle a sait plus que moi, pour ce qui est des enceintes internationales, je ne suis pas sûr qu'on puisse déboucher dans de bonnes conditions sur quelque chose qui, au lieu d'opposer liberté d'expression et liberté religieuse, fixerait une limite à la liberté d'expression compte tenu du respect dû aux convictions de certaines franges de certaines collectivités nationales. Mais comme je crois que certaines lois doivent être votées, que quand elles ont été votées, il faut les appliquer. Il y a des cas où on peut peut-être utiliser d'autres procédés qui en général ne me laissent qu'à demi enthousiaste, qui sont des négociations avec les parties concernées. Michel Rocard m'avait demandé autrefois, et j'avais eu un beau groupe de travail, de faire des propositions sur une sorte de charte très simple, négocier des limites
que les médias s'assigneraient eux-mêmes pour éviter certains types de débordements. Bon, il en a fait grand cas, le Premier ministre, mais ceci n'a pas débouché, car un certain nombre de tollés sont élevés dans les milieux de presse, bien que j'avais des avocats de presse qui étaient dans ce groupe, et non des moindres, et ceci n'a jamais débouché. Voilà, alors il y a toujours des moments d'énervement, j'ai dit que j'ai eu de considération bien, mais c'est des exemples. Et toujours des moments d'énervement. J'ai eu comme ancien élève beaucoup d'estime pour lui, même si je n'ai pas d'accord sur tout, Hubert Védrine. J'ai pour Lionel Jospin, dont j'ai fait les campagnes, un respect certain. Mais vous avez tous vu Lionel Jospin un peu énervé en Palestine, et qui a tenu des propos qui ne s'imposaient pas. Et Védrine lui disant à l'oreille, Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas la politique extérieure de la France. Et puis, au sommet de l'État, Jean-Pierre, comme tu dois me montrer le chemin, un jour de réception du groupe qui s'intéressait, du groupe d'associations dont l'FTDA qui s'intéressait aux réfugiés. Moi, pour les réfugiés, je fais tout ce que je peux. Mais qu'on ne me parle pas des prostituées ghanéennes et des travestis brésiliens. C'est vrai que le racisme est multiforme.